Juin 1944, une plage en Normandie. Des commandos britanniques sprintent à travers le sable, découverts sous une tempête de tirs de mitrailleuses allemandes. Des éclats d'obus hurlent dans l'air depuis des obus de mortier qui explosent toutes les quelques secondes. Les témoignages de Normandie décrivent des hommes ressentant des impacts contre leur casque. Des coups qui auraient dû être fatals. Ils titubent mais continuent d'avancer. Plus tard, en examinant les profondes entailles dans leur couvre-chef, ils réalisent la vérité. L'étrange casque en forme de dôme que leurs camarades avaient éraillé pour son apparence de carapace de tortue venait de leur sauver la vie. L'ancien casque Brodie que leur père portait aurait laissé ses fragments passer directement à travers la tempe. Celui-ci était différent. C'était l'ingénierie britannique résolvant un problème qui avait coûté des milliers de vies à travers 2 guerres mondiales. L'histoire du casque Mark III, la tortue, ne commence pas dans une usine d'armement, mais dans un laboratoire de recherche médicale. Et elle commence par une question qui aurait dû être posée des décennies plus tôt. Pourquoi tant de soldats britanniques mourraient-ils de blessures à la tête qu'une meilleure conception aurait pu prévenir ? Pour comprendre ce que les ingénieurs britanniques ont créé, il faut d'abord comprendre ce qu'ils remplaçaient. Le casque Brodie avait été le symbole du soldat britannique depuis 1915. Ce bol peu profond emblématique avec son large bord était devenu synonyme de Tommy Atkins dans les tranchées du front occidental. Conçu par John Leopold Brodie, un inventeur basé à Londres, et mis en production d'urgence après les pertes horrifiques de 1915, il avait été créé pour un type spécifique de guerre. Des hommes debout dans des tranchées tandis que des obus d'artillerie pleuvaient d'en haut. Le large bord mesurant entre 38 et 51 mm déviait les éclats d'obus tombant verticalement. Pour la guerre de tranchées statiques, il fonctionnait raisonnablement bien. Les pertes britanniques dues aux blessures à la tête diminuèrent considérablement après son introduction, mais la Seconde Guerre mondiale n'avait rien à voir avec la première. C'était une guerre mobile. Les soldats avançaient à travers un terrain découvert sous le feu direct. Ils combattaient maison par maison dans des villes détruites. Ils se frayaient un chemin à travers les haies en Normandie. Ils prenaient d'assaut des plages depuis des péniches de débarquement sous le feu des mitrailleuses. Ils menaient des raids éclairs derrière les lignes ennemies où la discrétion et la vitesse signifiaient tout. Et dans ce nouveau type de combat, le casque Brodie n'était plus adéquat pour la façon dont les soldats britanniques combattaient désormais. Les problèmes étaient fondamentaux à la conception elle-même. Ce large bord s'accrochait au cadre de porte pendant les opérations de nettoyage de pièces, ralentissant les soldats précisément au moment où la vitesse signifiait la survie. Lorsque les soldats rampaient à plat ventre à travers un terrain découvert, le bord poussait le casque vers l'avant et bloquait complètement leur vision. Lors des débarquements amphibies, le bord collectait l'eau et créait une traînée qui pouvait noyer un homme luttant dans le ressac. La calotte peu profonde avait un centre de gravité élevé, provoquant le balancement et le déplacement du casque pendant les mouvements rapides, nécessitant un ajustement constant qui distrayait du combat. Plus critique encore, le Brodie offrait presque aucune protection aux tempes, aux oreilles et à l'arrière du crâne. Ces zones étaient de plus en plus vulnérables dans le combat mobile, où les éclats d'obus voyageaient horizontalement plutôt que de tomber d'en haut. Un obus de mortier explosant à 20 mètres envoyait des fragments hurlant parallèlement au sol. Une grenade explosant à l'intérieur d'un bâtiment projetait des éclats dans toutes les directions. Les grenades à manche allemandes, l'emblématique pilon à pommes de terre, produisaient une fragmentation latérale dangereuse dans les espaces de confinés. La conception axée sur la protection aérienne du Brodie laissait les hommes exposés à ces menaces. Les données sur les pertes racontaient une histoire sinistre. Les officiers médicaux analysant les blessures au combat constatèrent que les blessures à la tête étaient disproportionnellement mortelles par rapport aux blessures ailleurs sur le corps. Un homme pouvait survivre à un fragment dans le bras ou la jambe, un fragment dans la tempe tuait instantanément. Beaucoup de ces décès provenaient de trajectoires qu'un casque plus profond et plus rond aurait pu arrêter. Le Brodie avait été conçu pour une guerre et on lui demandait de combattre une guerre complètement différente. Les commandos britanniques reconnurent ce problème immédiatement.
Certaines premières équipes de raid choisirent de renoncer entièrement au casque pour certaines opérations, préférant un simple bonnet de laine confortable à une protection en acier. Il raisonnait qu'un casque compromettant la discrétion, l'ouïe et la mobilité était pire que pas de casque du tout. Lorsque des soldats choisissent un bonnet tricoté plutôt qu'un casque métallique, quelque chose ne va pas avec la conception du casque. Le Conseil de recherche médicale, le CRM, releva le défi en 1940 et 41. Leur équipe travaillant avec Briggs Motor Bodies Limited à Dagenham aborda le problème scientifiquement plutôt que de simplement modifier la conception existante. Ils analysèrent des milliers de rapports de perte d'Afrique du Nord et des premières campagnes européennes. Ils cartographièrent les trajectoires de fragments de différents types d'udema. Ils étudièrent la géométrie des blessures à la tête pour comprendre quelles zones étaient pour les plus vulnérables. Leur conclusion était révolutionnaire pour l'époque, le casque militaire idéal ne devrait pas être un bol peu profond avec un large bord. Il devrait être un dôme profond qui suit le contour naturel du crâne humain. Ce principe, évident avec le recul, contredisait des décennies de philosophie de conception de casques qui privilégiaient la protection aérienne avant tout. La conception qu'ils créèrent ne ressemblait en rien au Brody, là où l'ancien casque reposait sur le dessus de la tête comme un bol à soupe. La nouvelle conception s'enroulait autour comme une carapace de tortue. La ressemblance était si évidente que les soldats lui donnèrent immédiatement le surnom qui resterait pendant des décennies. Les sources françaises le décrivaient comme ressemblant à une carapace. La forme en dôme se courbait doucement de la couronne jusqu'à juste au-dessus des oreilles, offrant une protection qui s'étendait beaucoup plus bas sur le crâne que n'importe quel casque britannique précédent. Le bord était réduit à un minimum purement fonctionnel, juste assez pour garder la pluie hors des yeux, sans s'accrocher au cadre de porte, aux haies ou à l'équipement. 400 casques prototypes furent soumis à des essais utilisateurs fin 1941. Les retours des soldats furent extrêmement positifs. Ils pouvaient mieux voir en position couchée. Ils pouvaient se déplacer plus rapidement dans des espaces confinés. Ils pouvaient nettoyer des pièces sans que leur casque s'accroche à tout. Ils pouvaient rester immobiles en position d'embuscade sans le balancement de casque qui tourmentait les porteurs de Brody. Plus important encore, ils se sentaient protégés d'une manière que l'ancienne conception n'avait jamais réussi à faire. Les côtés de leur tête, si vulnérables auparavant, étaient enfin couverts. Cependant, les priorités de fabrication en temps de guerre retardèrent la production. Les composants d'avions et les armes légères prirent la priorité sur la refonte du casque. Ce ne fut qu'en novembre 1943 que la fabrication à grande échelle commença finalement. Les spécifications techniques révélèrent une ingénierie métallurgique sophistiquée. Le Mark III utilisait de l'acier au manganèse Hadfield, un alliage austenitique contenant 11 à 14% de manganèse et environ 1,2% de carbone. Ce matériau offrait 3 avantages cruciaux qu'aucun autre acier ne pouvait égaler. Premièrement, des propriétés exceptionnelles de durcissement par écrouissage. Lorsqu'un fragment frappait le casque, l'acier au point d'impact devenait en fait plus dur, absorbant l'énergie et résistant à la pénétration plus efficacement que l'acier conventionnel. Deuxièmement, une résistance supérieure aux éclats d'obus à une épaisseur gérable, permettant une protection adéquate sans poids excessif. Troisièmement, des caractéristiques non magnétiques bénéfiques pour la navigation à la boussole pendant les opérations amphibies. Ce dernier point importait pour les commandos effectuant des débarquements sur plage, où une navigation précise signifiait la différence entre atteindre le bon secteur de plage et atterrir au mauvais endroit entièrement. La coque du casque mesurait environ 1,1 mm d'épaisseur, légèrement plus que les 0,9 mm du Brody. Le poids total avec la coiffe atteignait environ 1,3 kg, environ 200 grammes plus lourd que son prédécesseur. Cette modeste augmentation de poids apportait d'énormes améliorations de protection. Les tests démontrèrent des gains substantiels sur chaque métrique de protection. Selon les évaluations du CRM, la conception atteignit des augmentations significatives dans la zone totale de couverture de la tête.
Amélioration significative de la protection horizontale couvrant les tempes vulnérables et les côtés et meilleure protection aérienne que le Brody. Combinées, ces améliorations représentaient une augmentation marquée de la protection globale. Les chiffres exacts varient entre les sources, mais le consensus place l'amélioration quelque part entre 30 et 40%. Un gain substantiel par toute mesure. 3 fabricants produisirent environ 500 000 casques, Mark III entre novembre 1943 et début 1945. Briggs Motor Bodies Limited à Dagenham géra la plus grande série de production, appropriée étant donné leur rôle dans le travail de conception original. Rubery Owen & Company Limited exploitait des installations à Leeds et Birmingham. Un troisième fabricant contribua à la production, bien que les collectionneurs débattent encore de l'identité exacte. Chaque casque reçut des estampillages indiquant le fabricant, la taille et la date de production, créant un registre historique qui survit dans les collections de musées et les collections privées aujourd'hui. Le système de coiffe utilisait du tissu en toile cirée, noir, monté sur un cadre en carton comprimé. Des tampons en caoutchouc fournissaient un espace entre la tête du porteur et la coque en acier, crucial pour absorber l'énergie d'impact qui autrement serait transmise directement au crâne. Disponible en taille accommodant des circonférences de tête de 54 à 66 cm, la coiffe s'attachait via un seul boulon en laiton à travers le sommet de la couronne. La jugulaire représentait un autre départ de la tradition. Au lieu des sangles en cuir utilisées sur les Brody, le Mark III comportait une sangle élastique qui fournissait une rétention sécurisée pendant les mouvements violents des opérations d'assaut, tout en permettant une certaine flexibilité pendant les impacts. Maintenant, avant de voir comment ce casque s'est comporté au combat, si vous appréciez cette plongée profonde dans l'ingénierie britannique, appuyez sur s'abonner. Cela prend 1 seconde, ne coûte rien et aide la chaîne à grandir. Bien, entrons dans le baptême du feu du Mark III. Le casque reçut ses débuts au combat sur les plages de Normandie le 6 juin 1944. Les troupes de la 3e division d'infanterie britannique débarquant à Sword Beach et les soldats de la 3e division d'infanterie canadienne à Juno Beach portaient le nouveau casque dans ce qui allait devenir la plus grande invasion amphibie de l'histoire. Des photographies des collections de l'Imperial War Museum montrent des commandos de la 1re brigade de service spécial débarquant à Sword Beach, portant le couvre-chef distinctif en forme de tortue, se déplaçant à travers le ressac vers les positions allemandes. Ce timing importe énormément. Le Mark III entra en service précisément au moment où les forces britanniques faisaient face à leurs conditions de combat les plus exigeantes, prenant d'assaut des plages fortifiées, contre des défenses allemandes préparées avec des champs de tir entrecroisés. La réduction de la taille du bord s'avéra immédiatement précieuse, alors que les hommes pataugeaient d'Atzos dans l'eau jusqu'à la poitrine, sans les problèmes de collecte et de traînée qui avaient tourmenté les porteurs de Brody lors d'exercices amphibies antérieurs. La jugulaire élastique sécurisée signifiait que les casques restaient en place pendant le chaos de l'assaut sur la plage, plutôt que d'être arrachés par les vagues ou perdus en escaladant des obstacles. L'analyse médicale post-bataille rapporta moins de blessures graves à la tête parmi les unités équipées de casques Mark III par rapport à celles portant encore l'ancienne conception. C'était exactement le résultat pour lequel le CRM avait conçu. Les commandos et l'infanterie d'assaut opérant dans les conditions les plus dangereuses étaient enfin équipés d'une protection de tête, conçue pour leurs exigences tactiques réelles plutôt que pour la guerre statique d'une génération précédente. Le casque vit ensuite l'action tout au long de la campagne du nord-ouest de l'Europe. L'opération Epsom fin juin 1944 vit les forces britanniques poussées vers le sud depuis la Normandie vers Caen. Les combats urbains brutaux à Caen en juillet s'avérèrent particulièrement exigeants, exactement le type de combat rapproché pour lequel le Mark III avait été conçu. L'opération Market Garden en septembre emmena les forces aéroportées britanniques aux Pays-Bas. L'opération Plunder, la traversée du Rhin en mars 1945, marqua la poussée finale en Allemagne elle-même. Comparer le Mark III aux casques alliés et ennemis révèle comment différentes nations abordèrent le même défi d'ingénierie.
Le Stahlhelm allemand offrait sans doute une couverture supérieure du cou et des oreilles, grâce à sa conception de jupe étendue, mais à un coût opérationnel significatif. Le Stahlhelm pesait jusqu'à 1,23 kg dans les plus grandes tailles. Ces extensions d'oreilles altérèrent l'audition au combat, un désavantage potentiellement fatal lors de l'écoute des mouvements ennemis. Sa silhouette distinctive rendait la dissimulation difficile. Et en 1942, les pressions de production façonnèrent de plus en plus les décisions de fabrication de casques allemands, avec des changements de composition d'acier reflétant des pénuries de matériaux plutôt que la philosophie de conception. Le casque américain M1 adopta une approche complètement différente avec sa conception innovante en 2 pièces. Une coque extérieure en acier reposait sur une coiffe séparée en fibres comprimées qui pouvait être portée seule dans des situations non combattantes. À 1,4 kg au total, le M1 était plus lourd que le Mark III, mais pouvait servir à des fins utilitaires que la conception britannique ne pouvait pas égaler. Les soldats américains l'utilisaient comme marmite, récipient d'eau, bassine de lavage et outil de terrassement improvisé. L'analyse américaine constata que 54% des impacts sur les casques M1 ne pénétraient pas, avec environ 70 000 soldats sauvés de la mort ou de blessures graves en le portant tout au long de la guerre. La forme en dôme du Mark III offrait des avantages spécifiques pour les opérations d'assaut britanniques qu'aucune des conceptions allemandes ou américaines n'égalait. Les surfaces courbes déviant les projectiles par ricochet plutôt que d'absorber les impacts directs, augmentant la chance qu'un fragment rebondisse plutôt que de pénétrer. Le profil compact éliminait les risques d'accrochage dans le combat rapproché, le combat et le nettoyage de bâtiments. Le bord réduit améliorait la vision vers le haut pour les soldats avançant sur des positions défendues et escaladant des obstacles. La forme hydrodynamique minimisait la traînée pendant les débarquements sur plage et les traversées de rivières. Pour les exigences spécifiques des opérations de commando et d'infanterie d'assaut, l'ingénierie britannique avait produit une solution bien adaptée. Un mythe persistant nécessite une réponse directe. Des histoires se circulant en ligne sur une caractéristique de lame cachée supposément dissimulée dans les casques de commando. Après des recherches approfondies, cette affirmation est complètement non fondée. Les recherches dans les collections de l'Imperial War Museum, les catalogues d'équipements de l'exécutif des opérations spéciales, les références des archives nationales, les forums de collectionneurs et les sources académiques n'ont trouvé aucune documentation d'une quelconque caractéristique d'arme dissimulée dans les casques de combat britanniques. Aucun prototype n'existe. Aucun témoignage de vétérans ne le mentionne. Aucun registre de fabrication n'y fait référence. Aucune photographie ne le montre. Le mythe provient probablement d'une confusion avec le programme d'armes dissimulé réel de l'exécutif des opérations spéciales qui produisit des dispositifs véritablement ingénieux. Le poignard de revers conçu par William Fairbairn et Eric Sykes à la station 12 de l'EOS cachait une lame à double tranchant de 2 pouces cousus dans les revers de veste. Le couteau de talon dissimulait une lame dans les semelles intérieures en cuir avec un cordon d'extraction. L'EOS créa même le poignard crayon, une lame cachée à l'intérieur d'un crayon évidé. L'EOS créa même le couteau penny, une lame d'1 pouce articulée au fond d'un penny britannique de 1938. Ces dispositifs étaient réels. Un casque à lame cachée ne l'était pas. Le Mark III sauva des vies grâce à la protection, pas à l'armement dissimulé. L'héritage du Mark III s'étend bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Son successeur immédiat, le Mark V, distingué par des attaches de coiffe lift de dot améliorées et un placement de rivets de jugulaire plus bas, resta l'équipement standard de l'armée britannique jusqu'en 1986. Cela représente plus de 40 ans de service continu pour une philosophie de conception établie en 1941. La production belge d'après-guerre continua avec des exemplaires datés de 1951, répandant l'influence de la conception britannique à travers les armées européennes se reconstruisant après la guerre. Les nations du Commonwealth adoptèrent des conceptions similaires, reconnaissant que la recherche britannique avait résolu un problème auquel chaque armée du monde était confrontée. Le changement fondamental de la protection axée sur l'aérien vers la couverture globale influença le développement mondial des casques pendant des décennies par la suite.
Le casque américain PASGT introduit en 1983. La conception qui remplaça le M-Min adopta les mêmes principes en forme de dôme que les Britanniques avaient pionnier 40 ans plus tôt. Lorsque l'armée britannique passa finalement aux matériaux composites en 1985 avec le Mark VI, les concepteurs conservèrent la forme en dôme que le CRM avait établie comme efficace. Cette lignée continue à travers la conception Mark VII introduite pour l'Afghanistan et dans l'actuel système de casque Virtus. Chaque soldat britannique servant aujourd'hui porte une protection de tête descendant du casque tortue que les troupes d'assaut testèrent pour la première fois sur les plages de Normandie. Le principe qui sauva des vies en 1944 reste inchangé en 2024. Couvrir les tempes, protéger les côtés, enrouler le dôme autour du crâne plutôt que de le poser dessus comme un chapeau. Les matériaux modernes ont changé de l'acier au manganèse au Kevlar au polyéthylène de poids moléculaire ultra élevé, mais la géométrie reste fondamentalement britannique. Les chiffres démontrent la valeur du Mark III, une amélioration substantielle de la protection par rapport à son prédécesseur. 500 000 casques produits en à peine 18 mois. 40 ans de durée de vie de service ultérieure sous sa forme évoluée. Influence sur chaque conception de casque britannique qui suivit. Cela représentait une refonte significative de ce qu'un casque de combat devrait être, motivé par l'analyse médicale de pourquoi les soldats mouraient et les solutions d'ingénierie pour les maintenir en vie. Les commandos qui prirent d'assaut Sword Beach le 6 juin portaient à quelque chose que leurs prédécesseurs à Dieppe 2 ans plus tôt n'avaient jamais eu. Un casque réellement conçu pour les opérations qu'ils menaient. Le conseil de recherche médicale avait étudié le problème. Briggs Motor Bodies avait fabriqué la solution et l'industrie britannique avait livré un demi-million d'unités à temps pour la campagne décisive de la guerre. Ces soldats qui sentirent des éclats d'obus s'écraser dans leur casque le jour J, dont les tempes auraient été exposées sous un brody, survécurent parce que les ingénieurs britanniques refusèrent d'accepter que la conception de 1915 était suffisamment bonne pour 1944. Ils analysèrent les données, identifièrent le problème et créèrent quelque chose de meilleur. L'armure corporelle pendant la Seconde Guerre mondiale restait primitive, lourde et impraticable pour l'infanterie mobile. Les quelques gilets expérimentaux qui existaient pesaient trop lourd, restreignaient trop sévèrement les mouvements et protégeaient trop peu le corps pour justifier leurs inconvénients. Le casque était différent. Le soldat pouvait le porter toute la journée sans fatigue significative. Il protégeait l'emplacement de blessures le plus vulnérable et le plus mortel sur le corps humain. Et dans le Mark III, les ingénieurs britanniques avaient finalement créé un casque qui protégeait contre les menaces réelles auxquelles les soldats faisaient des faces plutôt que les menaces d'une guerre qui s'était terminée 25 ans plus tôt. Le casque tortue avait l'air étrange. Les soldats se moquèrent de son apparence quand ils le virent pour la première fois, mais il fonctionnait quand cela comptait le plus. Et en guerre, c'est la seule chose qui compte. 500 000 casques, protection substantiellement meilleure, d'innombrables vies sauvées sur les plages et les champs de bataille à travers l'Europe. C'est l'héritage de l'ingénierie britannique sous pression.